Je ne dirai pas donc ce que j'avais été promis de faire. Je commencerai par quelques réflexions. Si vous parlez avec... Bien. Et celui-là ne marche pas. non, non. C'est là pour la enregistration. D'abord par quelques réflexions sur la position qu'occupe le problème Croce et le marxisme dans l'historiographie. Bon, j'écarterai d'abord un premier paradoxe, ou une première difficulté que j'ai pourtant rencontrée. Et il faut parler plus oui. proche, peut-être. Oui, alors je ne peux plus lire. Oui, il faut d'abord écarter une première difficulté, un premier paradoxe qui consisterait à exclure Croce de l'histoire du marxisme. Ce qui a été fait pourtant par un historien nord-américain qui s'appelle Paul Piccone et qui a publié il y a quelques années, enfin une vingtaine d'années, un ouvrage intitulé Italian Marxism, où Croce n'apparaît pas, ou presque pas, de manière tout à fait épisodique, et en plus apparaît dans l'index sous le nom de Don Onorato Croce. Donc c'est une autre tendance, la machine. On ne peut pas améliorer. On ne peut, je cite, un adversaire ou un opposant au marxisme. Ce sont des définitions que j'ai relevées tant dans la grande encyclopédie soviétique que dans l'appareil critique des œuvres de Plekhanov, des œuvres philosophiques de Plekhanov, lorsqu'il s'agit de Croce, adversaire du marxisme, etc. Le fait est que l'image dominante, qui est une image tenace, qui nous a été léguée par l'historiographie ou la tradition, est celle d'un Croce révisionniste. J'ajouterai d'un Croce qui apparaît généralement comme tributaire et acteur de la crise du marxisme. Je dis tributaire en pensant par exemple à l'ouvrage d'Emilio Agazzi et Giovanni Croce et le marxisme, où on voit symboliquement que la crise du marxisme est publiée dans l'économie de l'ouvrage avant l'exposé des thèses de Croce sur le marxisme. C'est-à-dire que là, on a une sorte de conditionnement préalable du commentaire. Nous avons aussi, dans le même sens, l'hypothèse qui est avancée par Gramsci dans ses cahiers de prison, qui est celle d'un Croce qui aurait été le leader intellectuel des courants révisionnistes de la fin du XIXe siècle. Il faudra peut-être vous attacher davantage à cette hypothèse, mais il me semble plus pertinent, au plus heureux, je pense, d'employer, je le dis aussitôt, des formules qui se contentent de voir dans l'auteur de Materialismo Storico et Economia Marxistica, soit un commentateur critique, et ça c'est la formule de Sorel, soit plus simplement un critique de Marx, comme l'écrit M. Potier dans son livre sur les marxistes italiens. Je pense en effet que de telles formules, commentateurs critiques ou critiques de Marx, doivent nous permettre de lever une hypothèque, ou je dirais même là aussi un a priori. Hypothèque constitue la notion d'orthodoxie marxiste dont s'autorisent les adversaires de Croce. Notion dont l'invention, prolongeant la fondation de la doctrine menée par Engels, et là je me réfère aux travaux de Maximilien Rubel sur le marxisme et sur le rôle joué par Engels dans la fondation de la doctrine. Donc, l'orthodoxie est une notion qui prolonge cette fondation et qui voit le jour à la faveur de la crise du marxisme. Je dirais d'emblée, pour ne pas dissimuler ce que je pense qu'un des objectifs de la crise du marxisme a été de définir l'orthodoxie. Et ça a été le principal résultat. Or, il nous faut observer que si Croce est contemporain de cette crise, il est aussi d'une certaine façon contemporain de la fondation du marxisme. Fondation dont les derniers textes d'Engels marquent les grandes étapes de l'anti-Düring
à ce texte sur Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, qui contiendra une première version des thèses sur Feuerbach que Croce et Gentile seront amenés à commenter. Ou à la préface au livre 3 du Capital, où Engels s'en prend à Achille Loria, qui sera une des têtes de turc de Croce. Donc, d'une certaine façon, on pourrait constater que la mort d'Engels, le 5 août 1895, ne précède que de quelques mois la publication, en 1996, des premiers essais de Croce sur le marxisme, sous la forme scientifica del materialismo storico et les théories storiche del professeur Loria. Texte qui prolonge effectivement les polémiques qui avaient opposé Engels à Loria. Donc, l'image d'un Croce révisionniste à laquelle il nous faut maintenant nous confronter s'est construite en fait autour de trois grands textes. D'abord, le recueil d'articles publié en... Vous m'entendez là? Le recueil d'articles donc publié en 1900 sous le titre Materialismo storico ed economia marxistica, qui a été assez vite traduit en français. Et généralement, les gens ont lu la traduction française. Même par recoupement, il semble que la traduction russe ait été conduite sur la base de l'édition française. Le deuxième moment important de la construction de cette image du Croce révisionniste était la fameuse interview de 1911 sur la mort du socialisme. Et le troisième moment est constitué par l'essai de 1937 consacré à Labriola sous le titre provocateur Come nacque e morì il marxismo teorico in Italia. Comment est né et mort le marxisme théorique en Italie. Bon, trois grands ensembles, si je puis dire, auxquels on pourrait adjoindre certaines pages de la première série des Conversazioni critiche, notamment un nouveau texte sur il professeur Loria et le marxisme, et un texte sur les rapports Hegel et Marx, sous le titre Marxismo e Filosofia. Texte Marxismo et Philosophie, je l'ai dit en passant, qui a été traduit presque aussitôt en français dans la revue Le Mouvement Socialiste. Alors, des critiques soulevées par la première édition de Materialismo storico ed economia marxistica, et il faut insister sur cette première édition, parce que généralement, nous lisons tous la dernière édition de Croce, enfin celle qui a été close, si je peux dire, en 1941. Alors qu'il y a trois moments, il y a l'édition de 1900, celle de 1906 qui ajoute des textes, et celle de 1941 qui ajoute l'appendice sur la Briola et sur l'éphémère existence du marxisme italien selon Croce. Donc il faut penser lorsqu'on parle des critiques de Croce qui ne disposaient pas du même corpus que nous. Donc je retiendrai surtout la critique de Plekhanov qui est apparue en 1902 dans une revue russe et qui a été reprise à plusieurs époques. Alors cet article est intéressant d'abord parce qu'il s'agit d'un article exemplaire des objections qu'on va rituellement adresser à Croce. Il est aussi important compte tenu de la personnalité et de la position philosophique de son auteur. Plekhanov, en effet, a été de ceux qui, en forçant la main à Kautsky, ont ouvert le débat sur Bernstein, et qui, tout en déniant qu'il y eut crise, parce qu'il fait une tournée de conférences, dans une conférence à Rome à laquelle assiste notamment Alessandro Schiavi, sur le thème d'une prétendue crise du marxisme. En même temps, tout en déniant qu'il y eut crise, il va s'efforcer de combattre les révisionnistes, ceux qui mettent le marxisme en crise. Et il va entretenir la polémique. Alors déjà, on avait un signe avant-coureur, c'est qu'en 1897, Plekhanov a rendu compte de la traduction française des essais sur la conception matérialiste de l'histoire de Labriola, de la traduction française dont il disait entre autres, quoique je n'ai pas l'original italien, c'est mal traduit. Donc il avait une sorte de point de vue autorisé
tout à fait a priori sur la qualité de cette traduction. Et alors, en rendant compte du livre de l'essai de Labriola, Plekhanov n'avait pas pu cacher ses désaccords avec plusieurs thèmes développés par le penseur napolitain, et notamment, il dit, sa conception de la philosophie. Et effectivement, cette conception de la philosophie allait tout à fait à l'encontre des tâches que lui-même assignées à la philosophie matérialiste. Je cite, pour Plekhanov, comme tout système philosophique moderne, une philosophie matérialiste doit fournir une explication à deux ordres de phénomènes, à la nature d'une part, et d'autre part au développement historique de l'humanité. Et là d'ailleurs on retrouve un des domaines que Croce aussi laissera en friche, la nature. Bon, c'est là une conception, je veux parler de celle qui allait à l'encontre de la conception de Labriola. Et la conception de Labriola, à ce moment-là, on peut dire que Croce la partageait peu ou prou. C'est dire que Plekhanov n'était pas le mieux placé ni le mieux choisi pour commenter l'ouvrage de Croce. Il faut enfin souligner, c'est un détail mais qui a dû avoir son importance, qu'en ouvrant l'ouvrage de Croce, en ouvrant Materialisme storico, etc., dès les premières pages, Plekhanov y avait trouvé une critique assez acerbe du matérialisme métaphysique et du monisme dont il s'était fait le héros ou le paladin dans ses essais sur l'histoire du matérialisme. Et là, nous avions donc alors, je ne m'attarderai pas trop sur cette critique, parce que M. Potier doit parler de l'aspect économique, et je dis donc où est porté le désaccord philosophique. Je vais en venir aussitôt, en fait, au deuxième texte qui va cristalliser, ça va prendre peu de temps, le débat sur le révisionnisme supposé au nom de Croce. Ce deuxième texte, c'est cette conférence sur la mort du socialisme. Bon, il s'agit d'une conférence, plutôt une interview, une conversation avec Castellano, qui est une conversation qui est apparue dans La Voce et qui a été reprise par Croce et ensuite dans les diverses éditions de Cultura et Vita Morale. On pourrait dire que c'est une conversation qui s'inscrit dans le droit fil d'autres ouvrages de l'époque. Je peux penser par exemple au livre de Missiroli sur la monarchie socialiste, des choses comme ça. Croce prend acte de certains résultats pratiques du réformisme jolitien. Et donc, il tente un peu on pourrait dire en quelque sorte, de renouer avec Bernstein, avec l'analyse bernsteinienne de l'époque de la crise du marxisme. Et il va redire donc que la classe ouvrière étant imprégnée de réformisme et de démocratisme, on avait pu attendre de révolution et d'actions héroïques. Ce qui était, soit dit en passant, déjà le message qu'avait laissé Engels dans sa préface de 1895 aux luttes de classe en France de Marx. Donc de ce point de vue-là, Croce, quitte à s'appuyer, même en s'appuyant sur Bernstein, la tradition de Bernstein, était dans le droit fil du marxisme le plus orthodoxe. Bon, je m'attarde un peu sur ce texte parce que par coquetterie philologique, parce qu'il se trouve que j'ai pu repérer une traduction de ce texte à l'époque où Croce a donné cette interview, traduction qui avait échappé à la bibliographie de Croce, oui, la bibliographie aussi de Graziella Paliano-Ungari. Et j'ai en même temps retrouvé dans une revue syndicaliste révolutionnaire un article et un écho sur cette conférence, sur cette interview.
Donc c'est pour ça que je prendrai la liberté d'en dire encore quelques mots. Bon, la traduction de ce texte a paru dans une petite revue confidentielle qui s'appelait Correspondance de l'Union pour la vérité. C'est une association qui est née un peu après l'affaire Dreyfus. Et la revue en question, je répondrai peut-être ainsi à une question qui a été soulevée ce matin, la revue en question était dirigée à l'époque par Daniel Halévy, qui en a démissionné en août 1912. Donc ça peut répondre en partie, une piste, puisque ce matin quelqu'un a demandé s'il y avait eu des rapports entre Croce et Halévy, enfin parmi les grands intellectuels, les intellectuels marquants que Croce aurait pu voir. Et donc cette interview a été commentée par un journaliste, je dirais, ou un écrivain socialiste qui signait ses articles Armel, et qui donc, en procédant à une revue des revues, a analysé et cité de larges passages de l'interview de Croce dans la revue La Vie ouvrière. L'article en question a paru le 5 octobre 1911. Armel aussi est intéressant parce qu'on trouve souvent la signature dans La Vie ouvrière. C'est le pseudonyme d'un syndicaliste, Louis Thomas, qui est mort en déportation à Buchenwald en 1944 et qui a collaboré à la guerre sociale de Gustave Hervé, à la bataille syndicaliste, et qui a été l'auteur notamment de 2 brochures consacrées à Proudhon et à Fourier. Et donc son texte est intéressant parce qu'il va nous parler non pas de Croce et critique du marxisme, mais de Croce et critique du syndicalisme. De l'interview en question, il va surtout retenir ce que Croce dit du syndicalisme. Mais il en présente d'abord un portrait. Pardonnez-moi, je vais peut-être prendre un peu de votre temps avec ça. Le philosophe italien Benedetto Croce est un désenchanté. Il fut socialiste, ce qui n'est pas tout à fait vrai. À l'école de Marx, et il cite, pendant quelques mois, une année entière peut-être, j'ai eu, dit-il, le sentiment d'avoir posé le pied sur la route royale de l'humanité. J'ai eu la vision de la palingénésie qui allait s'accomplir au début, au cours du XXe siècle. J'ai eu la douceur de l'initiation au mystère d'une religion. Hélas, ce beau lyrisme n'est plus pour M. Croce qu'un fait du passé. Le socialisme est mort. Notre philosophe l'affirme dans un entretien avec M. Falea di Calcedonia, qui a reproduit les questions et les réponses. On en trouvera la traduction dans la correspondance de l'Union pour la vérité. Et l'auteur poursuit, le socialisme est mort, mais il y a eu plusieurs socialismes. Le premier, qui fut utopique, égalitaire et optimiste, a été tué il y a quelques 60 ans par les conceptions scientifiques de Marx. La doctrine de celui-ci a disparu à son tour, elle n'est pas réalisée, du moins dans le sens des prévisions de son auteur. Croce, doublement désillusionné, crut un instant au syndicalisme qui fut la forme nouvelle du grand songe de Marx. Malheureusement, le syndicalisme est mort. Il n'y paraît pas très bien, malgré les lamentations funèbres de notre philosophe. Citons pourtant les raisons qu'il en donne. C'est si j'ai le temps de dire cela. Vous avez encore 7 ou 8 minutes. Ouais, attends un peu juste. Vous pourrez quitter avec... Ah, d'accord, j'avais vous dire ça, je pense. Quelques années à peine après l'avènement du syndicalisme, voilà que ces phalanges d'ouvriers héroïques que je ne réussissais pas à apercevoir à cause de mon point d'observation trop éloigné, semblèrent s'évanouir aussi aux yeux de Sorel. Et voilà que Sorel reparaît. Ça répond à un souci qui s'était manifesté ce matin. Qui, partagé entre la méfiance et le dégoût, abandonna le mouvement pratique du syndicalisme. Le réformisme, le démocratisme, le démagogisme s'étaient aussi infiltrés parmi eux et le sentiment de scission ne les avait pas assez garantis. Peut-être bien parce qu'une scission mise en théorie est déjà une scission dépassée. En parenthèse, ce concept de scission vient vraisemblablement de Sorel. Le mythe aussi ne les réchauffait pas assez, peut-être parce que Sorel, par ses observations même, par les explications doctrinales qu'il en avait données, l'avait fait évanouir.
Le syndicalisme prolétarien, on l'a perdu de vue, celui des intellectuels se transformait en une critique de l'État démocratique moderne, camoristique, exploiteur, dissipateur, improductif, une critique qui en France trouvait un écho chez les jeunes monarchistes et en Italie chez les libéraux anti-étatistes. Très saine critique, mais qui n'a rien à faire avec le socialisme. Vous me permettrez donc de conclure que j'avais des raisons pour affirmer que le socialisme était mort. Il avait trouvé naguère son dernier refuge dans le syndicalisme, mais aujourd'hui, dans ce même syndicalisme, on ne le trouve plus. Et l'auteur conclut, voilà la thèse qui rappelle des faits présents à l'esprit de tous, je ne la discute pas. Je pose une question. Le syndicalisme a-t-il gagné ou perdu à l'abandon des intellectuels? Mais je crains fort que cette demande n'attire en guise de réponse qu'une autre question. Qu'est-ce que les intellectuels avaient à faire avec le syndicalisme? Alors, par parenthèse, ce texte-là de Croce et ce commentaire par ricochet vont entraîner une polémique avec le grand journal anarchiste de l'époque, de Jean Mable, Les Temps Nouveaux, sur le rapport entre le syndicalisme et intellectuel. Donc tout ça à partir de la... Syndicalisme révolutionnaire. Oui, oui, l'action directe, Oui. comme vous dites. Bien, je reviendrai donc rapidement au troisième texte. Et je laisse la parole après. Non, ben, je peux commenter, se répondre ensuite sur le texte. Quand vous jugez, vous en... Non, mais je vais m'arrêter après ce dernier point, parce que ça fera un ensemble. Oui, le troisième texte, donc, qui pose problème, qui réveille, obsède les tenants de l'orthodoxie, c'est donc la préface de 1937 à une réédition de la Briola, préface que Croce prénomme donc comme Enac et Mori, il marxismo teorico in Italia. Je pense que c'est une provocation. En même temps, je voudrais remarquer que ce texte est réédité la même année que la philosophie di Marx de Gentile. À quelques mois, la philosophie di Marx est précédée d'une préface du mois de janvier, si je me souviens bien, et celle de Croce advient au milieu de l'été. Donc, on pourrait penser qu'il y a eu une réponse du berger à la bergère. Alors ce texte, en 1937, ce texte apparemment ne fait pas grand bruit. Et alors il a provoqué ensuite une réaction très vive de l'auteur qui ne signe pas son article, mais qui est probablement Palmiro Togliatti, qui était le secrétaire du Parti communiste italien, qui organisait en 1951, donc pour le 30e anniversaire du Parti communiste italien, le 30e anniversaire du Congrès de Livourne, il a organisé un numéro spécial avec Quaderni di Rinascita intitulé 30 anni di vita e lotte del Partito Comunista Italiano. Et là-dedans, le texte, c'est lui qui a dirigé le plan, qui a tout sélectionné, et de temps en temps, il y a des petits textes anonymes qui sont en général de sa plume. Et alors, il y a par exemple un texte sur la Briola qui fait de 3 colonnes, avec illustré du très beau portrait de la Briola avec son chapeau. Et l'article s'intitule Antonio La Briola come nacque e non morì il marxismo teorico in Italia. Et le texte est intéressant, j'ai pris quelques notes sur la main. Le texte est intéressant parce que Togliatti est très embarrassé. Il est très embarrassé parce que d'une certaine façon, il est d'accord avec certaines observations de Croce dans ce texte. Il est d'accord pour un motif très simple. C'est que accepter l'idée qu'il y a eu vraiment du marxisme en Italie après 1900, c'était d'une certaine façon cautionner le Parti socialiste italien, c'était cautionner Turati et les autres. Mais faire cela dans un numéro de revue qui était consacré à exalter le 30e anniversaire de la scission de Livourne, c'était impensable. Et donc il s'est livré à une sorte de jeu de passe-passe. Donc je vais vous lire le passage central. Je dis ceci, je le lirai peut-être en italien si vous voulez.
Benedetto Croce, che era stato di prima allievo e amico e poi oppositore della Briola e promotore del revisionismo marxista, poté allora pensare che il marxismo teorico fosse morto e sepolto. Questo giudizio del Croce poteva avere una giustificazione intorno al 1900. Le texte Croce est écrit malheureusement en 1937, ma non si riesce a capire come potesse ragionevolmente essere ripetuto nel 1937. Nel 1937 non c'era più chi ignorasse che proprio intorno al 1900 Lenin dava inizio a un'attività teorica e pratica che sarebbe approdata alla creazione di un gran Stato socialiste. Et donc, vous voyez, ça s'appelle en termes de psychanalyse de l'évitement ou du déplacement. C'est-à-dire que le discours de Croce se trouve complètement occulté. Certes, c'est dire qu'il n'y avait pas de marxisme théorique en Italie, qu'il était mort, mais il y avait Lénine. Donc, ça consolait apparemment Togliatti ou son imaginaire de Pierre Lepel. Je vais m'arrêter là, si vous permettez. Merci, monsieur. Merci, monsieur Bari. Vous m'avez rappelé une anecdote que peut-être vous déjà connaissez sur cette légende de Croce socialiste, que quand on avait fondé en 1895 l'Avanti, le journal du Parti socialiste italien, Croce avait souscrit 1000 lire, qui était une somme formidable pour cette époque. Et alors les journaux socialistes l'appelaient il compagno Croce. Mais quand en 1910, Croce fut nommé sénateur du Sénat de la monarchie, qui n'était pas électif, était de nomination du roi, alors on présentait un mémorandum sur la personnalité et les carabiniers, dans les informations, référèrent que Croce, 15 ans avant, avait souscrit 1000 livres pour le journal du Parti socialiste, et ça c'était un précédent très négatif pour la nomination de Croce. Et relativement à la considération de Togliatti que vous avez opportunément rappelé en conclusion de votre intervention, je voulais vous supposer une considération. La Briola n'avait aucune estimation de la réflexion théorique des socialistes italiens de son époque. Et l'amitié de Croce pour la Briola se fondait aussi sur l'épaisseur philosophique de la Briola et le fait que la Briola se référait à la grande philosophie européenne de la deuxième moitié du siècle XIXe, en particulier à Herbart, qui a été un philosophe très important pour la formation de Croce también. Et naturellement, sur une interprétation, disons, purement hegelienne de Marx. Et alors, cet accord entre Croce et la Briola, pour une totale dévaluation de la tradition marxiste socialiste de ce moment, servit au Parti communiste. Oui. Parce que légitimer le Parti communiste comme interprète authentique du marxisme, authentique et profond du marxisme, tandis que le vieux socialiste était un concluant parleur qui ne réalisait rien. Et il y avait là beaucoup de vrai. Malheureusement pour Togliatti et le Parti communiste,
dans le vieux Parti socialiste, il y avait aussi la grande tradition du réformisme démocratique qui, à la fin, a compté quelque chose. Voilà. Et maintenant, vous devez céder la place à M. Potier.